Salut à tous, bienvenue dans ce 3e numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission de Nice Matin consacrée à la préparation des athlètes azuréens en vue des Jeux Olympiques de Paris prévus l'année prochaine. Il est là, toujours à mes côtés depuis le début, c'est Romain Laron, journaliste au service des sports à Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Et puis notre première invitée, notre première femme sur ce plateau, Margot Chevrier, elle est drapoise, licenciée au Nice Côte d'Azur Athlétisme. Elle est également triple championne de France de saut à la perche et deuxième performeuse française de l'histoire. Salut Margot. Salut. Pour commencer Margot, je vais laisser Romain tranquillement faire une courte présentation de toi tout simplement. Donc tu l'as dit, Margot, perchiste, triple championne de France, on peut même considérer 5 titres avec les titres en salle. Tu as 23 ans, mais tu as toujours été sportive, mais tu as commencé la perche plus tard. Tu t'es d'abord essayé à l'équitation, le judo, l'escalade, l'athlétisme. Tu commences à 12 ans, tu suis ton père qui fait des marathons. Et tu hésites pendant un moment entre le demi-fond et la perche. Et c'est à 16 ans que vraiment tu optes à plein temps pour la perche. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette discipline ? Je pense que ce qui m'a poussée, c'est vraiment... Je m'amusais en fait. Je m'amusais et quel que soit l'entraînement, que ce soit vraiment sauter ou la partie gym, la partie sprint, c'était... Tout le temps, je m'amusais en fait. Je venais au stade tous les jours et c'était rigolo. J'avais envie de revenir le lendemain. Alors que le demi-fond, ça me plaisait une fois que c'était terminé. Donc j'ai fait mon choix vraiment comme ça. Quand mon père m'a dit « mais en fait, tu choisis ce que tu veux faire toi de cœur », j'ai pas hésité une minute de plus et j'ai dit « bah en fait, moi je veux faire de la perche quoi ». Et ça tombe bien, les résultats sont au rendez-vous. Donc, tu es championne de France junior en 2018. Après, tu enchaînes, on l'a dit, ces 3 records consécutifs, 2021, 2022, 2023 en plein air, 2 en salle. Et puis, en juin dernier, à Charletti, tu bats ton record personnel, tout proche du record de France, devant 16 000 personnes. Ça, c'était un grand moment, c'est 4,71 m. C'était chouette parce que déjà, c'était les minima pour les mondes de 2023. Donc, c'était une belle étape de fête pour l'année pour pouvoir se dire « Ok, je me prépare tranquillement et j'ai plus ça en tête ». Et surtout, c'était chouette parce que c'était à Paris et que c'était probablement le seul gros événement qu'on aurait avant les Jeux. Et même si on se dit « les Jeux à domicile, c'est cool », il y a quand même une grosse partie de pression que tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas trop savoir si on va bien le gérer, si ça va être vraiment trop. Et il y en a chez qui ça peut être vraiment trop. Donc je m'étais dit, ok, je me sers de Charletti pour voir ce que ça donne et pour me dire, il y a quand même un public fou qui était à fond. Tu as kiffé ce moment, toi ? Ah ouais, vraiment. Moi j'ai trop aimé et je me suis servi du public. Il y avait le moindre Français qui sortait sa perche ou qui sortait son javelot, qui faisait n'importe quoi. Il y avait 16 000 personnes qui étaient en feu, quoi. On levait à peine le bras pour commencer une clap. Des fois, il faut que tu tapes 3-4 fois dans tes mains pour que ça suive. Là, tu n'as même pas encore fini de faire une clap. Il y a 16 000 personnes qui sont derrière toi et qui crient, qui font la clap. Le clap, c'est justement pour embarquer un peu le public c'est avec ça. toi. C'est en fait, ils tapent en en accélérant jusqu'au butoir. Et donc, nous, ça fait un peu notre rythmique de course. Et c'est leur façon de nous soutenir. Nous, on sait que finalement, pour les perchistes, plus il y a de bruit à ce moment-là, plus on sait que les gens nous regardent. Et donc, quand on aime bien un peu le public et jouer de ça, forcément, là, à domicile, ça a bien marché. Donc, moi, ça m'a beaucoup rassurée de prendre du plaisir à Paris et de me dire l'année prochaine, ça va juste être 4 fois plus gros. C'était une belle préparation. Ouais, c'était une super préparation. Donc là, on a évoqué le volet sportif qui est déjà copieux, mais ce qui est incroyable dans ton parcours, c'est que tu as une double carrière. Tu es également en 5e année de médecine. C'est ça. Tu arrives à tout concilier ? J'ai fait ma première année et la deuxième et la troisième sans aménagement, en changeant un peu de groupe, mais sans plus. Et puis pour l'externat, donc c'est le moment où nous on commence les stages, donc 4e, 5e, 6e année, on est en stage 1 mois sur 2 à temps plein. Donc là, le temps plein plus les entraînements et continuer à réviser pour préparer un concours, où le but c'est aussi d'être le meilleur pour choisir ce qui nous plaît dans la vie. Ça devenait un peu une mission trop risquée, autant sportivement qu'au niveau pro. Donc j'ai vu avec la fac et il n'y a eu aucun souci, ils m'ont aménagé 1 semestre par an au lieu de 2. Et finalement, ça me permet de pouvoir travailler correctement pour préparer le concours, pour pas avoir de regrets dans quelques années quand je vais choisir une spécialité, et en même temps de pouvoir m'entraîner comme j'ai voulu, de continuer à battre mes records, de continuer à progresser, et de faire tout ça dans un équilibre qui est correct, quoi. Tu as besoin justement de cet équilibre, de cette double carrière ? Ouais, moi franchement maintenant je me dis, mais tu m'enlèves les études, je sais plus quoi faire de mes journées, et à chaque fois que les partiels sont finis, il y a un moment de vide dans mes journées, je me dis, là j'ai que entraînement. Donc ça fait du bien aussi de couper parfois, là je commence une année de césure, mais
Mais globalement, moi, c'est ce qui me plaît. Donc, ça me plaît autant d'être au stade que d'être au CHU, d'être avec les patients, d'apprendre des nouvelles choses. Et je pense que c'est bien d'avoir le moment off au stade quand les stages, parfois, c'est dur. Et le moment off au CHU ou devant mes cours quand parfois l'entraînement, c'est compliqué, que soit ça perve beaucoup, tu as besoin de vraiment garder les pieds sur terre, soit ça perve pas du tout. Et là, c'est compliqué d'avoir que l'entraînement et d'être toute la journée en boucle sur tes non-performances, quoi. Parce qu'on passe de deux mondes, c'est-à-dire celui du sport où c'est Ouais. plutôt quand même joyeux, c'est ludique, à un milieu médical où parfois tu es confronté à des choses qui sont pas toujours très très évidentes, comme la mort ou des personnes qui sont en tout cas très très malades. C'est ça. Ça aide à relativiser aussi. Ça aide à relativiser parce que l'année dernière, quand je fais 0 au monde, moi j'avais l'impression que tout s'écroulait en fait. Le château de cartes tombait et je suis rentrée en France et j'avais un stage. Et en fait, en stage, t'es en soins palliatifs et là, tu vois que les gens, ils ont des vrais problèmes dans leur vie et que finalement, c'est un championnat parmi d'autres et que même s'il n'y en avait pas d'autres, ça reste entre guillemets qu'un championnat qui a beaucoup d'importance pour moi. Mais comparé à la vie ou la mort, c'est à peu près ridicule. Donc ça permet vraiment de relativiser, je pense, de prendre du recul sur ce qu'on fait tous les jours. Et en même temps, quand on vit des moments super chouettes, on en profite à fond parce que du coup, on sait ce que c'est la réalité de la vie, de la maladie, de tout ça. Donc je pense que ça fait autant profiter que relativiser. Par rapport justement aussi à ces Jeux Olympiques, on les évoque maintenant. On en a parlé il y a 2 semaines avec Frédéric Daget, il y a des minima en athlétisme. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a aussi ce ranking, c'est-à-dire ce classement mondial qui fait office aussi de pouvoir qualifier des athlètes s'ils n'ont pas réussi les minima. En saut à la perche, c'est 4,73 m qu'il faudra réaliser. Tu n'es, on l'a dit tout à l'heure, qu'à 2 petits centimètres avec tes 4,71 m. C'est là, c'est tout près. L'objectif, ça va être d'aller chercher cette performance le plus tôt possible, j'imagine, c'est 4,73 m. L'idée, c'est d'aller chercher 4,73 m le plus tôt possible. Parce que, du coup, comme pour l'année dernière, après 71, ça permet de vraiment faire une saison, voire une année, en fonction de si j'arrive à le faire cet hiver, où on se prépare avec un objectif, c'est les Jeux, et d'être excellent aux Jeux, et d'avoir vraiment son pic de forme et son pic de performance là-bas. On s'enlève du stress et de la pression. Exactement. On court pas après. C'est ça, on court plus après. Et en même temps, je suis aussi très bien placée au ranking mondial, donc j'ai cette possibilité. Si par exemple, je décidais de faire un hiver où je fais beaucoup de préparation physique et où du coup j'aurai un gros pic de forme l'été, j'ai la possibilité d'aller gratter quelques points en compétition pour le ranking ou de juste me stabiliser à la place à laquelle je suis et j'ai une marge de manœuvre pour la sélection au jeu. Donc c'est deux modes de sélection qui sont importants et je pense qu'en fonction de comment on veut construire l'année, les deux se valent et c'est dans tous les cas un stress. Et je pense que tant que le ticket n'est pas validé, c'est un stress. Donc ça fait partie du métier. Est-ce que tu procèdes étape par étape? Tu te dis là, c'est d'abord la qualification ou tu te projettes aussi sur les Jeux, sur un objectif, sur une finale, une médaille peut-être? Alors forcément, on se projette sur les Jeux parce que déjà, tout le monde nous en parle tout le temps parce que c'est à domicile. La preuve. Et sinon, moi, j'essaye de faire pas au jour le jour, mais en tout cas, étape après étape. Donc déjà, la première étape, c'est se qualifier. La deuxième, c'est que voilà, moi, dans ce que j'ai envie de faire, c'est de faire mes premiers Jeux et faire ma première finale aux Jeux. Okay. C'est à domicile pour la suite de ma carrière où j'espère avoir 2 Olympiades de plus. Ça permet d'envisager de belles choses pour une carrière. Mais après, voilà, l'objectif, ce sera en tout premier lieu de se qualifier, ensuite de faire une finale. Et après, comme d'habitude, c'est la perche, ça peut passer très vite en un an. Donc on peut en être au même stade dans un an, on peut avoir énormément progressé. Et en même temps, le jour J, c'est un championnat. Donc tu peux sortir comme tu peux battre toutes les autres, même les gros poissons. Donc j'aime bien me dire que maintenant, je fais un peu partie des gros poissons. Donc c'est ce qu'on m'a dit quand je suis sortie à Budapest. Ils s'y attendaient pas et ça fait plaisir de voir ça quand même. Parce que tu sors, mais tu te dis, bon bah... T'es redouté. C'est ça, tu fais partie des gens qu'on redoute. Tu as fait 5e en début d'année au championnat d'Europe à Istanbul. C'est une place, c'était en salle, mais c'est une place qui n'est pas négligeable du tout. C'est là, c'est tout près du podium. C'est tout près, surtout que c'était à une barre près, parce qu'il fallait faire 70, quel que soit l'essai, pour être 3e. Et que mes 3 essais à 70, la barre, elle reste, puis elle tombe 3 fois. Donc c'était vraiment, je pense, à 1 cm du podium. La première médaille internationale pour toi était vraiment pas loin. C'est ça. Mais en même temps, il faut de la patience, il faut apprendre, et ça, c'est le métier qui rentre. On repart au travail, on espère que tu l'obtiennes en tout cas rapidement. Les Jeux en France, forcément, c'est quoi pour toi? C'est le rêve d'une vie? C'est la question qu'on pose un petit peu à tous nos invités. Ça incarne quoi de se dire, je vais peut-être, et certainement même pour toi, participer à ces Jeux en France? Je pense que les Jeux, déjà, c'est le rêve d'une vie. Quand on est sportif, c'est la plus grosse compétition qui puisse être dans quasiment tous les sports, c'est le cas.
Donc c'est un énorme rassemblement. Je pense que sportivement, c'est assez incroyable dans le village olympique et dans ce que ça fédère, de rassembler tous les sports, quelle que soit la culture, quels que soient les pays, quels que soient les codes qu'on a dans nos sports chacun. Je pense qu'on apprend énormément pendant les Jeux et on apprend tellement sur la préparation des Jeux en tant que personne, avec notre staff et nos proches, enfin tout ce qu'on fait, que les Jeux en soi, déjà, c'est exceptionnel. Le fait que ce soit en France, moi, ce serait mes premiers Jeux et en plus, ce serait à domicile. Donc ça veut dire potentiellement famille, ça veut dire que tu peux avoir du soutien un peu à n'importe quel moment, alors que des Jeux qui sont à l'autre bout du monde, c'est plus compliqué. Ça rajoute du piment. Ça rajoute du piment. Et en même temps, ça veut dire même créneau horaire que notre pays. Donc, même ceux qui sont à la maison, ils peuvent nous suivre dans des conditions correctes. En prime time, peut-être. C'est ça. On se prend à rêver. Donc, c'est énormément de visibilité. Et puis, c'est les Jeux Olympiques, quoi. Donc, à la maison, ça veut dire que, certes, tu représentes ton pays aux Jeux Olympiques, mais en plus, tu le représentes chez toi avec quasiment tous les supporters qui sont de chez toi aussi. Donc, je pense que c'est un événement d'une vie dans le sport. On t'a demandé déjà beaucoup de place pour le jour de la finale de la perche. Ouais, on m'a demandé beaucoup de place et j'en ai pas beaucoup, donc c'est peut-être même pas sûr qu'on en ait. Donc, Bon, il y aura les supporters habituels, papa, maman, qui te suivent avec assiduité. C'est ça. Ça, c'est une certitude. Après, les places qui restent, il faudra se battre. Donc les Jeux auront lieu à Paris. Quel lien tu as entretien avec cette ville? Est-ce que c'est une ville que tu connais bien, que tu aimes bien? Moi, je connais bien cette ville parce que j'ai une partie de ma famille du côté de ma mère qui est là-bas. Okay. Donc, petite, je faisais souvent mes vacances là-bas et je connais bien la ville. Et puis maintenant, j'ai ma meilleure copine qui habite là-bas. Donc, j'y suis encore bien souvent. Et puis, parce que mine de rien, on a souvent des sponsors, des plateaux, des médias qui sont là-bas. Et donc, on est très, très souvent amenés à être sur Paris. Et puis, bon, c'est la capitale. Donc, forcément, tout nous fait dire que ça va être quelque chose de gros, en fait. Tout va être plus grand et je pense que pour nous, ça va être incroyable. On l'a évoqué tout à l'heure. Tu es à 4 petits centimètres du record de France, les 4,75 m de Ninon Chapelle, réalisé en plus tout près d'ici à Monaco en 2018 au meeting Hercules. C'est là, c'est tout près. Et en même temps, tu le dis assez souvent, il faut les bonnes conditions pour les réaliser. Comment tu vis le fait d'être là, à quelques petits centimètres de cette marque mythique ? Parfois, c'est frustrant parce que là, cette saison, je pense que je l'ai tenté peut-être 4 fois le record de France. Dont une fois à Nice. Et que le tenter 4 fois, ça veut dire sur 4 compétitions. Donc en fait, c'est 12 tentatives avec tous mes essais. Donc je l'ai tenté vraiment pas mal de fois. Mais parfois trop fatigué, parfois trop de sauts avant, parfois les conditions extérieures qui sont super compliquées. Donc c'est en ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses réunies le jour J. Après, ce qui m'arrange pas, c'est que les minima, c'est toujours un peu en dessous. Donc là, c'est 73. Alors le record de France en salle, c'est 73. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, sur tous les meetings et tous les championnats, tant que le championnat de l'année n'est pas passé, ils proposent 71, puis après, ils proposent 73. Donc, moi, j'ai pas eu l'occasion de tenter d'entrée de jeu 76. Ça crée de la fatigue, en fait. C'est saut un peu parasite, entre guillemets, avant. Tu préférais avoir 4,73 tout de suite, rentrer dans le vif du sujet et mettre toute ton énergie sur ce record. Je préférais, je pense, sur une compétition en forme où c'est un meeting où il n'y a pas besoin d'être d'abord premier et puis ensuite, parce que pour les élites, par exemple, les championnats de France, d'abord il fallait gagner. Et puis une fois que tu as gagné, en fait, tu as fait 15 sauts. Donc tu tentes le record de France, mais tu sais que tu n'as plus grand-chose. Moi, ça m'aiderait de pouvoir me dire, OK, aujourd'hui, je viens pour le record de France. C'est moi qui vais choisir mes barres. Je vais faire telle barre, telle barre, telle barre. Et la troisième, c'est le record de France. Tu l'as déjà passé à l'entraînement, en plus, ce record. Je suis déjà allée très haut à l'entraînement, surtout en échauffement de compétition. Même en échauffement, c'est ce que j'allais dire. Donc en échauffement de compétition, c'est là qu'on a déjà le peps de la compétition, on a déjà la concurrence parce qu'on est toutes sur le même échauffement. Et en même temps, tu te dis, là j'ai fait un gros truc à l'échauffement et souvent ça se concrétise pas sur la compète parce qu'il y a un temps d'attente, parce qu'il y a des sauts, parce que la perche, il y a énormément de paramètres. Donc ouais, je sais que je l'ai, mais il faut être patient. Voilà, c'est quand. Ce qui est intéressant, c'est ton approche aussi par rapport à ce record. Tu dis, c'est pas le rêve d'une vie. Plus jeune, les records de France étaient importants pour toi parce que tu savais que tu avais en cadet 2 ans, en espoir c'est pareil, il y a un temps limité pour pouvoir les battre. Là, tu dis, en senior, je sais que j'ai du temps, il ne faut pas que je me mette de pression plus que ça. J'ai toutes mes années senior pour le battre. C'est un objectif, c'est pas forcément le rêve d'une vie. C'est la bonne approche pour toi pour espérer le battre un jour. C'est ça. Je pense que c'est une ligne de plus dans le CV, mais moi, j'ai pas envie d'arrêter ma carrière en ayant fait 76 ou 80. J'ai envie de faire plus. Alors forcément, c'est une étape, mais ça reste, entre guillemets, qu'une étape. Et j'espère qu'à la fin de ma carrière, le record de France, je l'aurai monté tellement haut qu'il ne puisse pas être battu tout de suite. Et en même temps, s'il est battu tout de suite, c'est qu'il y a un niveau fou et que c'est génial pour notre sport. Donc moi, j'ai envie de partir en me disant, à terme, c'est le record de France, mais qu'à la base, c'était juste une étape et que
ça a ensuite engendré tellement de choses que c'est un chiffre, quoi. J'ai retrouvé une déclaration où tu dis tu as 2 rêves sportifs, c'est passer 5 mètres et être championne olympique. Ouais. Ça, c'est vraiment des rêves. Je pense que c'est pas le plus gros qui puisse m'arriver, parce que le plus gros, ce serait un record du monde. Mais en tout cas, quand je pense à ce qui est faisable et à ce que moi je mets à l'entraînement tous les jours et à comment je m'organise pour le faire, je sais qu'un jour, si tout se goupille et que je me blesse pas et que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire dans ma carrière, je peux faire 5 mètres. Et alors après, être champion olympique, c'est toujours pareil, c'est une histoire de championnat et de être meilleur que les autres le jour J. Donc ça veut peut-être dire être champion olympique avec 4,90 et ça veut peut-être dire que tu fais 5 mètres au jeu, mais t'es 3e. Donc c'est 2 objectifs vraiment distincts pour moi et je pense qu'ils sont atteignables et qu'en tout cas, on peut s'en rapprocher beaucoup. Donc, Juste pour rappel, le record du monde, c'est 5,06 m, c'est Isimbayeva en 2009. En 2009, donc ça fait un moment. Ouais, ça fait un petit moment. C'est ça. Mais c'est un bel objectif, Peut-être pour toi, Margot, un jour, on te le souhaite en tout cas. J'aimerais bien. Si un jour je fais 5 mètres, pour le coup, 5,06, c'est plus très loin. Alors, on a une petite surprise pour toi. Il va falloir que tu regardes l'écran qui est juste là. On a un invité surprise un petit peu qui a voulu te poser une petite question et c'est quelqu'un qui te connaît très très bien. Salut Margot, c'est Papa. J'ai quelques questions à te poser. Depuis toute petite, tu nous as habitués à être la meilleure de la classe, faire des sports à risque, réussir ta première année de médecine du premier coup tout en t'entraînant, certes moins, mais en t'entraînant, devenir sextuple championne de France de saut à la perche, tutoyer le record de France, gérer ta société depuis 2 ans, sauter en parachute, être en 5e année de médecine et très certainement participer à tes premiers JO après avoir participé à 3 championnats du monde et 2 d'Europe. À quoi devons-nous nous attendre dans une vingtaine d'années ? Plutôt calme en cabinet, humanitaire sur le front de par le monde, chef d'entreprise dans un tout autre domaine, peut-être astronaute, pianiste, guitariste, dessinatrice ? Alors Margot, ce papa il est très très fier de toi en tout cas. Ça se voit dans ses yeux, je l'ai vu une fois quand je suis venu assister à un de tes entraînements, il était là. Il est dans le milieu de l'athlétisme, il est très très fier. Et qu'est-ce que tu as envie de répondre un petit peu à cette question, à ces questions ? Que astronaute, ça me plairait, mais je n'ai pas fait pour l'instant le bon cursus. Donc comme c'est très très long, j'aurais peut-être pas le temps d'être astronaute. Mais je pense que pianiste, guitariste, ça restera dans mes passe-temps parce que c'est déjà le cas et que pour le reste, l'humanitaire, ça fait partie de ce que j'aimerais faire un jour. La médecine militaire aussi, donc c'est aussi un autre cursus, enfin en tout cas un complément. Donc je sais pas encore trop quoi lui répondre exactement, on verra. Mais en tout cas, je pense que quand j'aurai décidé d'un projet et que je serai dans l'après, ce qui est sûr, c'est que j'irai jusqu'au bout parce que j'ai toujours fait ça et que même si finalement mon projet c'est de devenir architecte, je pense que je serai architecte. Donc il peut s'attendre à tout. Je pense qu'il faut qu'il continue à s'attendre à tout. Dans un papier, tu déclarais quand même, tu ne te verrais pas dans un cabinet, mais plutôt aux urgences. Il te fallait un truc qui bouge si tu restais dans la médecine. Tu es hyper active et tu as besoin de ça. Ah ouais, moi je suis vraiment hyper active et j'adore le rush, j'adore l'adrénaline. Je pense que c'est pour ça aussi que je me mets un peu des bâtons dans les roues avec mon quotidien. Mais c'est clair que c'est un avantage, je pense, une fois qu'on finit notre carrière, de ne pas être dans la déprime de j'ai plus du tout ce que je faisais. Là, les compètes, elles sont juste décalées au CHU. Donc je pense que moi, je me vois bien dans une médecine d'urgence. L'humanitaire, c'est pareil, t'es tout le temps en voyage, donc tu bouges partout, tu vois des choses que tu vois pas d'habitude, donc c'est un autre stress. Et en même temps, je pense que de toute façon, ce sera conditionné certes, dans un premier temps, par l'athlétisme et du coup, quelle spécialité je vais choisir, toujours en double projet. Mais quel que soit ce que je choisis dans 4 ou 5 ans, si vraiment j'ai envie de faire une spécialité à un moment donné, je m'arrangerai pour finir dans autre chose et pour faire un truc un peu rush qui me plaît bien. J'ai le temps et je pense que ça ouvre des portes aussi d'être très bon dans le sport. Si on a envie derrière de se reconvertir et enfin, c'est pas vraiment une reconversion, mais de peut-être prendre un chemin qui n'est pas tout le temps habituel, quoi. Je pense qu'on peut nous ouvrir des portes. Ton père l'évoquait dans sa question chef d'entreprise, parce qu'il y a 2-3 ans de ça, tu as démarché toi-même des sponsors pour pouvoir financer ta carrière. L'athlé, c'est pas un sport pro. On essaye de le professionnaliser, mais c'est un peu long. Donc, entre-temps, faut quand même subvenir à ses besoins. Et puis, quand on est étudiant en même temps, on n'a pas de salaire, ou en tout cas très peu en médecine. Donc, faut avoir de quoi financer le matériel, parce que moi, j'ai les perches. Il faut pouvoir partir en déplacement. Et à chaque fois que tu pars en déplacement, il faut payer les perches. Donc, on en revient au même problème. C'est que finalement, tout ce réseau financier. Donc, et puis, il faut payer le coach quand il vient en déplacement avec nous. L'idée, c'est que tant que tu n'as pas le niveau pour être aidé par les grandes instances,
et ben, il faut que tu trouves des partenaires, des mécènes, des sponsors. Je me mets à la place de ces mécènes quand ils voient arriver une petite jeune fille comme toi à ce moment-là, qui leur propose un projet de Jeux Olympiques. Ils doivent se dire waouh, cette fille-là, elle a du cran, elle a du courage. Et comment tu as été accueilli justement par ces sponsors? Parce que j'imagine que tu n'as pas visé non plus des petites entreprises au départ. Le tout premier sponsor que j'ai eu, c'est la Caisse d'épargne. Et c'est Stéphane Diagana qui m'a mis en contact avec le président du Nice Côte d'Azur Athlétisme, qui est maintenant le président du club. Ancien champion du monde d'athlétisme aussi. Et en fait, alors ça a été ma porte d'entrée vers l'entreprise, mais finalement, ils ont accroché parce que déjà j'étais étudiante et qu'ils voulaient vraiment promouvoir le double projet. Donc pour une fois, ça m'a aidée. Tu as été prise au sérieux assez vite en fait. Ouais, carrément. Et puis j'avais mes ambitions et je pense que quand je leur ai présenté ça, que ce soit la Caisse d'épargne ou toutes les autres sociétés derrière, je sais ce que j'ai envie de faire et je sais comment je veux y aller. Et je pense que, entre guillemets, le business plan, il est déjà écrit et ils voient aussi qu'année après année, je le respecte. Donc, je respecte mes engagements et je pense que ça les encourage aussi à rester dans l'équipe. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidé d'être en médecine puisque j'ai eu 2 contrats qui sont liés au sport santé et à la santé en entreprise. Donc, ça, c'est carrément un plus d'être étudiante en médecine parce que du coup, c'est des sujets qui sont quotidiens pour moi. Donc, c'est très facile d'échanger avec les salariés, avec les chefs d'entreprise. Et en même temps, petit à petit, après, ça se résout parce qu'il y a les performances, parce que sur les contrats d'image, c'est plus facile parce qu'on a plus d'abonnés sur les réseaux, parce qu'il y a des performances, il y a de la médiatisation. Mais au début, c'est carrément galère. Et il a fallu que je montre mes mains dans le cambouis à changer la batterie de ma voiture pour avoir un contrat voiture. Donc, mais j'ai fini par l'avoir. Donc finalement... je pense que quand on veut, on peut, et il y a des moments où on est un peu aidé, et des moments où on est beaucoup aidé, et puis il y a des moments où il faut se retrousser les manches et changer sa batterie tout seul. Aujourd'hui, ça va mieux? Tu peux financer ta préparation pour Paris? Aujourd'hui, je peux financer mes saisons, et c'est des contrats qui sont en général sur des Olympiades, donc le après Paris 2024, on est un petit peu tous dans les mêmes questionnements. Il y aura des renégociations peut-être, ce genre de choses, mais pour l'instant, c'est acté. Pour l'instant, c'est ça, jusqu'à Paris, ou parfois 1 an après Paris, c'est des contrats qui sont signés. Et puis le après, de toute façon, je pense qu'on va commencer à s'en occuper avant les Jeux, parce qu'il ne faut pas se retrouver dans la galère. Et que après les Jeux, mine de rien, peut-être qu'en France, ça s'arrête, j'espère pas, mais en tout cas, nous, il y aura d'autres Olympiades derrière, il y aura d'autres championnats d'Europe, du monde. Donc, il faudra continuer à être bon et qu'on est beaucoup à être jeune à Paris. Donc, ça veut dire qu'on est beaucoup à avoir potentiellement nos gros moments de carrière plus tard. Donc, ces gros moments-là, pour y arriver, faut être aidé et ça passe par autant des entreprises privées que du mécénat, que des subventions. Et il faut aller chercher tout ça. Ça prend du temps, mais en même temps, il y a un moment donné, ça paye. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, on a évoqué ta carrière sportive, professionnelle. On va parler un peu d'affaires plus personnelles. Donc, tu le vois venir. Je vois venir. Tu es en couple avec Gabriel Tual. Ouais. C'est une chance. Du 800 mètres. Voilà, un autre champion. Désormais, un sacré couple de champions. C'est une chance de pouvoir partager la même passion, le même métier même que son compagnon qui comprend tes problématiques. Et pour beaucoup, même sponsor. C'est très pratique. Okay. Mais c'est vrai que c'est un vrai plus parce que non seulement, du coup, dans mon quotidien, j'ai un sportif. Donc, du coup, il faut forcément comprendre que je vais partir à l'entraînement, que parfois je suis en compétition, que je suis en stage à l'étranger et que donc je suis difficilement disponible. Mais en même temps, c'est un encore plus gros plus parce que c'est le même niveau en fait d'excellence et d'ambition et de ce qu'on a envie de faire dans nos vies proches et dans nos vies futures. Donc on a les mêmes discussions sur ce qu'on a envie d'investir, sur ce qu'on met en place au stade, sur je sais pas, on a un problème de kiné, on va s'aider à en trouver un autre parce qu'en fait pour nous c'est vital et on sait pour nous deux à quel point c'est vital. Qu'il y en a un qui se blesse, l'autre il sait ce que c'est. Donc forcément sur tout ça, ça simplifie beaucoup de choses. Et en même temps, sur les grands championnats et sur même des championnats de France, sur les échéances importantes, on se retrouve à déjà avoir un soutien qui est constamment là, puisqu'on est dans la même équipe de France. Et quand c'est dur, tu as quand même un soutien qui est constamment là. Et en même temps, par exemple, au Monde, c'était dur pour moi en premier, puisque je suis sortie avant lui. Sauf qu'il avait encore des courses. Et donc, moi, ça m'a permis de passer beaucoup plus vite à autre chose et de mettre un peu derrière moi cette partie-là, parce que lui n'avait pas fini et que donc... ça devenait la priorité en fait sur moi mes 2 jours. T'as pas voulu polluer un peu son état d'esprit avec ta déception. Et sur ça, on est entre guillemets très réglo parce qu'on sait que nos 2 projets ils se valent et qu'on a les mêmes ambitions, qu'on a les mêmes chances de réussir ce qu'on a envie de faire et que du coup, ça restera quoi qu'il arrive toujours la priorité. Et comme on le met très très bien dans notre vie à 2, cette priorité-là, en fait, ça devient jamais un conflit de je sais pas, mais toi t'as battu ton record et moi je l'ai pas battu. Enfin,
on est juste super content quand il y en a un qui s'en sort et puis quand il y en a un qui se fait une clavicule. Lui, il est basé à Bordeaux. Ouais. Ça doit pas toujours être évident, mais même là-dessus, vous arrivez à vous retrouver de temps en temps sur les compètes, etc. quoi. En fait, au début, je me disais ça va être super compliqué. Ouais. Et puis, en fait, on décide pas. Donc, ça s'est fait comme ça. Et finalement, on se rend compte au fur et à mesure que déjà, on se retrouve très souvent en compétition, qu'on a le même niveau de meeting. Donc, on se retrouve très souvent sur les meetings. Sur les championnats, évidemment, on y est. Et que l'hiver, lui, il fait pas de saison hivernale en compétition. Donc, il a un petit peu plus aussi la possibilité de bouger. On fait des stages ensemble. Et puis, finalement... moi, j'aurai quelqu'un à la maison. De toute façon, je suis tout le temps barrée, donc je suis jamais à la maison. Je suis tout le temps en compétition, en week-end, que ce soit des stages ou juste quelques jours. Donc ça vous va bien au final. Ouais. Donc finalement, il est pas chez lui, je suis pas chez moi, mais de toute façon, on n'habite pas au même endroit. Donc en fait, ça résout plusieurs problèmes d'un seul et ça devient pas du tout un problème. Les vacances doivent être sportives. Ouais, on va au surf ou au ski en général. Ouais, vous aimez bien la côte atlantique. Moi, j'aime bien parce que du coup, j'y suis pas souvent parce que à Nice, les vagues, c'est pas trop de quoi surfer. Mais moi, je me sens bien là-bas, donc forcément, c'est pas trop un souci. Et en même temps, sur les vacances, on est toujours un petit peu restreint parce que faut qu'on ait fini nos saisons en même temps, qu'on a très peu de vacances à l'année parce qu'il y a entraînement, et que du coup, on peut pas non plus partir à l'autre bout du monde parce que quand t'as que 2 semaines, aller en Australie, c'est compliqué. Bien sûr. Donc peut-être que les vacances plus tranquilles, ce sera après les Jeux, peut-être un peu plus loin que la côte atlantique. Margot, en tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite. On Merci. te souhaite d'aller chercher déjà ces minima. Puis après, étape par étape, le record de France, puis peut-être qui sait les 5 mètres et le record du monde, on te le souhaite. En tout cas, on était très très heureux que tu sois notre premier invité de cette émission. On te souhaite encore une fois beaucoup de bonheur dans ta vie pro et puis perso. Merci Romain également d'avoir été là, de m'avoir épaulé aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité. Merci également en régie aux petites mains qui sont là pour la préparation de cette émission. C'est Philippe Bertini, Sophie Donzé, Chloé Wargard et Karine Bautier. Nous voilà, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.